Podcast, créateur de podcasts en Corse. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Podcast Sexiste, le podcast qui parle de genre et d'égalité en Corse. Nous sommes le 14 novembre 2024, journée mondiale du diabète. Occasion pour nous d'aborder la thématique. À ce propos, nous sommes accompagnés de Rosemarie Pasqualaggi, présidente des Diabétiques de Corse, et de Nathalie Paoletti, l'hôte du podcast Vivre avec le diabète. Dans cet épisode, vous entendrez également Clémence Gachet pour la lecture des témoignages. Occasion pour moi de vous remercier pour vos témoignages qui montrent la réalité des diabétiques en Corse, mais pas que. Cet épisode est une initiation à la compréhension du diabète, car pour nous, plus on sera informé sur divers sujets, moins de discrimination il y aura. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, je suis Rosemarie Pasqualaggi, présidente et fondatrice de l'Association des diabétiques de Corse. C'est une association de patients au service des patients. Elle est là pour faire des campagnes de prévention, défendre et accompagner tout diabétique, que ce soit de type 1 ou de type 2. Donc, bonjour, je suis Nathalie Paoletti, diabétique de type 1 depuis février 2010. Je suis également patient expert et RU, représentante des usagers. Après 10 ans de service dévoué dans une association en lien avec le diabète, j'ai décidé de partir vers de nouvelles aventures en créant le podcast Vivre le diabète à la recherche de l'équilibre, pour continuer à accompagner, mais d'une nouvelle façon, les patients diabétiques. Et en utilisant mon expertise, je veux aider à faire comprendre que plus on apprend avec sa maladie, donc avec le diabète, mieux on arrive à gérer efficacement et à améliorer sa qualité de vie avec cette maladie chronique. Avec mon podcast Vivre le diabète, je m'adresse à ceux qui ont un diabète de type 1, de type 2, qui sont en prédiabète. Je m'adresse aussi à ceux qui soutiennent, aident les parents, les conjoints, et puis évidemment aussi à ceux qui veulent connaître ce qu'est le diabète vu par une patiente diabétique. Mon podcast est né en juin 2023. Il est hébergé chez Ocha. Je produis 2 épisodes par mois sur différents thèmes basés sur le diabète. Je fais des épisodes solo, des interviews avec des patients, des parents, des professionnels de santé. Aujourd'hui, il y a à peu près plus de 30 épisodes à écouter sur les différentes plateformes, sur YouTube et sur mon site internet vivrelediabète.fr. Rosemarie, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est le diabète et la différence entre le type 1 et le type 2? Alors, le diabète de type 1 est une maladie auto-immune qui touche principalement les enfants et les jeunes adultes, mais ça peut toucher aussi des adultes à un âge plus avancé. Et le diabète de type 2, le pancréas fonctionne encore, mais pas très bien. Soit il fonctionne, il donne une insuline de mauvaise qualité, soit en quantité insuffisante. Donc, le pancréas a besoin d'être soulagé, aidé pour qu'il puisse faire son travail. Et généralement, un diabétique de type 2, il a un traitement médicamenteux. Il peut venir à l'insuline à un moment donné de sa vie, mais son pancréas fonctionne encore. Et après, au fil des années, il ne va plus fonctionner. Et c'est comme ça qu'ils passent eux aussi à l'insuline, mais en priorité, la lente. Nathalie, tu as parlé de patiente experte. Qu'est-ce que ça signifie? Le patient expert est une personne qui est formée en général, bon, moi, ça a été par la Fédération française des diabétiques, pour pouvoir apprendre ce qu'est la maladie. Moi, j'ai voulu être patient expert
parce que je considère que plus on apprend sur notre maladie, mieux on gère notre maladie. Donc, on est là en tant que patient expert pour aider, pour accompagner les autres patients diabétiques. Et représentante des usagers? En ce qui concerne le représentant des usagers, alors ça, c'est autre chose, c'est-à-dire que quand on fait partie d'une association, il faut que l'association soit une association de santé agréée. On candidate auprès de l'ARS pour être nommé représentant des usagers dans une institution, soit l'hôpital, soit les cliniques. Et du coup, le représentant des usagers, il siège à la commission des usagers. C'est une commission où nous défendons, c'est une commission où nous défendons dans l'institution à laquelle on est nommé. Rosemary, nous avons souhaité faire cet épisode sur ce thème car ça nous tient à cœur de parler de faits de société qui concernent les Corses. Est-ce qu'il y a des défis rencontrés par les diabétiques en Corse? Alors, la problématique principale pour les diabétiques, pour les diabétiques de type 1, parce que tout ce qui est pédiatrique est pris en charge sur le continent. Pour nous, principalement Marseille et Nice. Et pour les autres diabétiques adultes, la prise en charge pour les pompes à insuline également se fait sur le continent, car nous n'avons pas de centre initiateur sur la Corse. Nous n'avons pas énormément de spécialistes qui œuvrent sur la Corse. Ça commence à se développer. Bientôt, on aura 3 endocrinos à l'hôpital de Bastia. On en a une à l'hôpital d'Ajaccio. Alors, sur Bastia, 2 endocrinos de ville sont sur le départ à la retraite. Donc, ce qui fait que sur l'ensemble de la région, nous n'avons pas beaucoup de spécialistes pour suivre l'ensemble des diabétiques, tout en sachant qu'il y a un peu plus de 21 000 personnes atteintes de diabète en Corse, qui se partagent entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Est-ce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes au niveau du diabète et de son vécu? Alors, je dirais plus que c'est vécu différemment par rapport certainement à l'âge. Je pense que c'est beaucoup plus difficile quand on découvre son diabète à l'adolescence, car c'est déjà une période critique. Après, homme-femme, disons que l'impact n'est pas le même parce que il y a des impacts aussi sur la vie sexuelle des personnes diabétiques. Les femmes, ça implique aussi l'insuline, en fait, c'est une hormone. Donc, tout ce qui est en lien avec d'autres hormones, comme par exemple quand nous avons nos règles, nous les femmes, notre glycémie va être instable. Donc, pour certaines, ça va augmenter, pour d'autres, ça va être des hypos. Donc, ça influe beaucoup. Donc, je dirais que l'impact est plus important peut-être pour les femmes que pour les hommes, puisque nous, on a cette particularité-là qui s'ajoute mensuellement, quoi, on va dire. Écoutons un premier témoignage. Eh bien là, je suis dedans, diabétique depuis 2006. Et oui, j'ai été discriminée. On ne voulait pas de moi en sport dans les équipes. Quand on a appris ma maladie, mes camarades d'école ne me parlaient plus. Pensait-il que c'était contagieux? Non, ma mère est intervenue en classe pour expliquer que c'était pas transmissible. Résultat, aucun. J'avais plus qu'une amie. Ma prof me laissait en classe pendant les récrés pour ne pas que je fasse des hypoglycémies. Je me suis fait taper pour que je donne mes collations. On m'a insulté de droguerie quand je faisais mes piqûres, au CUP à Ajaccio devant le Laetitia. On m'a mise de côté, demandé de sortir quand ma pompe à insuline bipait. On n'a pas voté pour moi en tant que déléguée car, imagine, elle peut pas venir au conseil un jour à cause de son diabète. On m'a refusé à l'embauche quand j'ai été honnête sur ma maladie. Alors, mes autres embauches, je les ai cachées, jusqu'à la fin de la période d'essai. Même dans mes relations amoureuses, on a souvent demandé à mes partenaires pourquoi ils ne choisissaient pas quelqu'un en bonne santé et que j'allais avoir que des problèmes plus tard à cause du diabète. On m'a déjà humiliée aussi. Un jour, un prof de sport extrascolaire m'a dit que je ne ferais pas la séance car il n'avait pas que ça à faire de voir si je vais bien, si je fais une hypoglycémie. À savoir que je n'avais jamais fait d'hypo dans son cours et que je gérais déjà très bien mon diabète. Donc cette prise de parole agressive devant tous les élèves était totalement injustifiée. Selon une étude menée par l'Association française des diabétiques, 16% des patients déclarent avoir subi une discrimination liée à leur état de santé.
tandis que 21% des patients ont perçu une détérioration de leur relation avec leur employeur après avoir révélé cette pathologie. 53% des personnes diabétiques de type 1 plus 28% de type 2, victimes de discrimination ou remarques désobligeantes à cause de leur diabète. Et enfin, les diabétiques de type 1 vivent de la discrimination à hauteur de 40% de la part du corps enseignant durant leur scolarité. Et malheureusement, les diabétiques eux-mêmes ne sont pas forcément au courant de tout cela. C'est pour ça que l'importance d'une association de patients comme la nôtre a toute sa place, même si on pense que on parle que de diabète dans une association de patients. Ce n'est pas forcément le cas parce qu'on fait d'autres actions, mais il est important d'apprendre par ses pairs. Donc, moi, personnellement, je suis patient expert et avec la Fédération française des diabétiques, on a pas mal de formations et d'informations qui nous permettent de transmettre tout cela aux personnes diabétiques. Il y a plein enfin, les principales complications, plus ou moins maintenant, les gens commencent à connaître, c'est-à-dire les complications au niveau des yeux, des reins, cardiovasculaires, les pieds. Mais il y a des complications qui sont beaucoup plus profondes que les gens ne savent pas. Par exemple, donc la sexualité. L'impact sur nos cycles, tout ce qui est dentaire aussi, la parodontie, ça peut amener aussi des problèmes au niveau intestinal, tout ce qui est gastroparésie. Voilà, c'est plein de petites complications qui arrivent plus tard et qu'on ne parle pas beaucoup, mais qu'il est important de s'y préparer et puis aussi de connaître parce que des fois, ben, on ne fait pas forcément la relation avec le diabète. Alors, en cas de grossesse, donc une femme diabétique, on dit que sa grossesse dure 12 mois et pas 9 mois parce que avant de pouvoir débuter une grossesse, il faut qu'elle ait une hémoglobine glyquée stable et pas très haute, entre 6 et 7%. L'hémoglobine glyquée, en fait, c'est l'expression de votre taux de sucre sur les 3 derniers mois. Donc, une personne équilibrée est entre 6 et 7%. Au-delà de 7%, on commence un peu à ouvrir les portes aux complications. Après, comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est en relation avec des hormones déstabilise l'équilibre. Donc, quand on est enceinte, ou que ça soit pour le diabète gestationnel pour les personnes qui ne sont pas diabétiques, mais qui font juste un diabète pendant leur grossesse, les taux sont beaucoup plus bas que pour une personne diabétique lambda. Donc, il faut, par exemple, pour une personne on détermine qu'au-delà de 1,26 g de sucre par litre de sang, on est considéré comme diabétique. Pour une personne diabétique, l'idéal, c'est de ne pas dépasser 1,40 g 2 heures après le repas. Pour une femme qui fait du diabète gestationnel, ce taux de 1,26 g descend beaucoup plus bas, aux alentours, je crois que maintenant, ils ont encore baissé les normes, je crois que c'est 0,92. Donc, la femme diabétique enceinte est ultra surveillée. Elle voit en parallèle gynéco et endocrino quasiment tous les mois, tout au long de sa grossesse. Ok, ouais, c'est hyper impactant. Ok, très bien. Donc des grossesses quand même assez stressantes et qui peuvent être un peu compliquées par moment. Mais c'est pour ça qu'il est important de bien préparer sa grossesse en amont. Ouais. Ok. Après, pour la femme qui n'est pas diabétique et qui fait simplement un diabète gestationnel, là, c'est sûr que l'impact est plus important émotionnellement dans le sens où ben, souvent elles ne connaissent pas le diabète du tout. Déjà, ben, d'être enceinte, ça bouscule les hormones, mais en plus, quand vous avez ça à gérer et que vous ne connaissez pas le diabète, ça peut être un peu plus stressant, quoi. Ok. Et Et la femme enceinte qui ne fait pas qui fait simplement du diabète gestationnel passe obligatoirement par insuline. Elle est traitée par insuline, sauf si le régime
et l'hygiène de vie suffisent à maintenir son taux de glycémie stable. Demain, je tombe enceinte et je découvre que je fais du diabète gestationnel. Si on vulgarise la chose, quelles sont les conséquences et à quoi je dois faire attention? Le plus important, c'est de faire attention à son alimentation. Après, sur l'alimentation, il faut connaître un peu les aliments parce que en fait, moi j'ai un exemple où la personne, ben, comme elle était enceinte, que c'était l'été, elle s'est dit bon ben je vais manger beaucoup de fruits. Sauf que les fruits, il y a du sucre et c'est pas forcément très très bon non plus. Donc voilà, il faut des fois on a de fausses idées. Voilà, il faut vraiment se faire accompagner, soit contacter l'association, soit vraiment se faire accompagner. Bon, les médecins les orienteront et les accompagneront, mais par exemple, au moins voir une diététicienne ou un diététicien pour avoir des notions, si on les a pas, sur tout ce qui est alimentaire. Après, dans les premiers mois de grossesse, faire de la marche, ce n'est pas, je veux dire, négatif, bien au contraire. Donc, dans un premier temps, si les taux ne sont pas non plus catastrophiques et qu'il y a juste le traitement, enfin, un accompagnement par l'hygiène de vie, voilà, faire attention, un peu d'activité physique et faire attention à son alimentation. Ensuite, selon les taux, la personne peut être mise sous insuline. Donc là aussi, il y aura un protocole, il y aura un accompagnement par les médecins, mais également l'association peut venir en aide. Moi, ça m'est arrivé d'accompagner deux, trois personnes qui ont fait du diabète gestationnel, quoi. Concernant la ménopause est une étape hormonale importante chez la femme, survenant généralement autour de 50 ans, avec des symptômes comme les bouffées de chaleur et les troubles de l'humeur. Elle peut affecter les femmes diabétiques en perturbant leur équilibre glycémique. Un traitement hormonal de la ménopause peut être proposé sous condition pour soulager certains symptômes sans contre-indication spécifique au diabète, bien que certains risques doivent être pris en compte, comme l'hypertension, le surpoids ou encore des problèmes vasculaires. La préménopause précède la ménopause et entraîne des cycles irréguliers et des symptômes dus à une baisse de progestérone, tandis que les œstrogènes sont encore présents, maintenant ainsi la fertilité jusqu'à la ménopause, confirmée par l'arrêt des règles pendant 1 an. Les effets physiques et psychologiques de la ménopause incluent des troubles comme des bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale, des troubles du sommeil et un risque accru de problèmes cardiovasculaires, métaboliques et osseux. Chez les femmes diabétiques, ces changements augmentent le risque d'hyperglycémie et peuvent nécessiter une adaptation du traitement. La ménopause peut survenir plus tôt chez les femmes atteintes du diabète de type 1 et une ménopause précoce augmente le risque de diabète type 2. La prise de poids, fréquente durant cette période, entraîne une résistance accrue à l'insuline. Le THM aide à réduire les symptômes, mais doit être administré avec précaution chez les femmes diabétiques pour éviter des complications vasculaires. La prise en charge de la ménopause, notamment chez les femmes diabétiques, nécessite un suivi médical attentif pour adapter les traitements et limiter les risques. Toi, Nathalie, comment est-ce que tu vis ton diabète ? Le diabète de type 1 est quand même une maladie où notre charge mentale est mise à mal parce que c'est vraiment une gestion quotidienne, que ce soit le jour ou bien la nuit, parce que la fluctuation de notre glycémie, donc notre glycémie peut, du fait de ne plus avoir d'insuline, et c'est ça en fait la maladie, c'est on a trop de sucre dans le sang et il faut réguler ce taux de sucre et le faire descendre, le faire diminuer pour le remettre dans une certaine cible. Euh, et cette charge mentale, on doit la gérer elle aussi parce que évidemment, faut pas non plus. Bon, après, avec l'habitude, on peut être très stressé et en étant stressé, ça augmente aussi le sucre parce que toutes les hormones sont hyperglycémiantes. Donc, le fait d'être stressé, d'avoir
donc du coup l'hormone cortisol qui augmente, ou alors de l'adrénaline. Voilà, tout ça fait que notre taux de sucre augmente. Et à chaque fois, si on se met en colère, si, si on est, enfin, si on a, voilà, si on a un stress constant, ça dérègle aussi notre glycémie. Donc, de fait, vu que notre glycémie se dérègle à tout moment, on est obligé de la contrôler. C'est pour ça qu'on a des dispositifs maintenant. On a la chance d'avoir des dispositifs qui s'appellent des capteurs de glycémie qui nous donnent en continu notre glycémie pour pouvoir vérifier si on est en hyperglycémie pour faire redescendre cette glycémie, ce taux de sucre dans le sang. Et ensuite, après, on peut aussi avoir, au contraire de l'hypoglycémie qui, elle aussi, est à gérer en nous resucrant, en mangeant donc, et ce qui est paradoxal, en mangeant du sucre, enfin quelque chose, un aliment sucré, pour pouvoir remonter toujours dans cette fameuse cible qui est comment dire, entre l'hypo et l'hyper. Donc tout ça, franchement, c'est très difficile à vivre. Et quand on est une femme, en plus, on a nos hormones euh, comme l'œstrogène, par exemple, qui fait que par rapport à notre menstruation, là aussi, il y a une fluctuation qui arrive et il faut gérer à ce moment-là. Et quand on a aussi une ménopause, pareil, là aussi, ça engendre une fluctuation de la glycémie. Et quand on veut avoir un enfant, quand on est diabétique de type 1, là aussi, il faut être dans cette fameuse cible, mais strictement, parce que là, la vie du bébé est en jeu. Donc là aussi, il faut aussi faire attention. Alors, diabétique quand on est type 1, et quand on n'est pas type 1 et qu'on fait du diabète gestationnel, là, évidemment, il faut encore une fois gérer ce diabète gestationnel euh, tous les jours pour que tout se passe bien pour la grossesse. Donc voilà tout ce qui peut nous arriver. Et aussi une chose, je parlais d'hormones du stress et puis de l'adrénaline qui est une hormone pour, par exemple, dans l'activité physique. Quand on fait une activité physique, là aussi, il y a une fluctuation de la glycémie qui peut et augmenter ou diminuer l'hypoglycémie. Et tout ça, si on n'apprend pas notre maladie sur les bouts des doigts, eh ben, c'est très difficile de gérer correctement cette différence de taux de sucre dans le sang. Aujourd'hui, nous évoquons l'histoire d'Alexander Zverev, joueur de tennis professionnel, et les défis auxquels il a fait face lors du tournoi de Roland-Garros. Début août 2022, Alexander Zverev révélait au public un aspect peu connu de sa vie. Il est atteint du diabète de type 1 depuis l'âge de 3 ans. Avec son frère Misha, il a même créé une fondation pour sensibiliser à cette maladie et soutenir les enfants touchés. Son but, aider les jeunes atteints de diabète de type 1 et promouvoir un mode de vie sain pour prévenir le diabète de type 2. En partageant son parcours, Zverev a aussi levé le voile sur des expériences marquantes de son enfance, des moments d'exclusion qui ont façonné sa perception de la maladie. À Roland-Garros, son diabète est devenu un sujet de discussion publique. Malgré les informations transmises à l'ATP sur ses besoins spécifiques, Zverev a dû négocier chaque injection d'insuline avec les officiels du tournoi. Un manque de compréhension qui révèle le besoin urgent de sensibiliser au diabète dans le sport professionnel. Sur le circuit ATP, je peux le faire directement sur le banc, mais ici c'était interdit. J'ai dû sortir à chaque fois, a-t-il expliqué en conférence de presse. Un dilemme d'autant plus compliqué que les règles limitent le nombre de pauses autorisées pour les joueurs. Une restriction difficilement compatible avec la gestion d'une maladie chronique comme le diabète. Les efforts physiques intenses et répétés que demandent des matchs comme ceux de Roland-Garros influent directement sur la glycémie des joueurs. Le rapport de l'Université de Liège sur le diabète et le sport de haut niveau souligne que les sports intenses et répétés comme le tennis augmentent les risques d'hyperglycémie, tandis que le stress, omniprésent dans la compétition, peut également influencer les niveaux de sucre.
En obligeant Zverev à sortir du court pour s'injecter de l'insuline, Roland Garros a renvoyé une image négative, voire stigmatisante du diabète. Pour Zverev, qui a longtemps caché sa maladie par honte, cet incident rappelle combien il est important que les athlètes puissent assumer pleinement leurs conditions. Ce manque de considération prive également le public de l'opportunité de s'identifier à un athlète qui vit avec le diabète. À travers cette histoire, nous espérons sensibiliser aux besoins des athlètes atteints de maladies chroniques et encourager un dialogue plus inclusif dans le monde du sport. Car au-delà des cours et des matchs, des millions de personnes, jeunes et moins jeunes, peuvent se sentir inspirées en voyant des athlètes comme Alexander Zverev briser les stéréotypes et continuer à briller au plus haut niveau. Alors, j'ai eu la maladie, ça fait bientôt 15 ans que j'ai le diabète. Elle est arrivée tard, hein, sur mes 46 ans. Euh, et du coup, du jour au lendemain, on nous annonce qu'on est diabétique. D'abord, moi, je ne savais même pas ce que c'était. Et puis, c'est vraiment un changement de vie. C'est, il y a avant et après, vraiment. En plus, c'est une maladie qui ne se guérit pas et qui a, comment dire, il faut avoir un équilibre alimentaire, il faut vivre sainement. Le changement de mode de vie est considérable. Alors, ça dépend, bien sûr, il y a des gens qui mangent sainement. Enfin, moi, je mangeais sainement avant, mais pas aussi, voilà, pas aussi drastique que je le fais maintenant. C'est-à-dire que, bon, moi, alors ça, chacun fait comme il veut, hein. Moi, j'ai décidé de faire comme ça. Moi, je pèse ce que je mange pour pouvoir calculer vraiment bien les unités d'insuline que je dois m'injecter pour ne pas aller en hyper. Et ça, je l'ai appris. J'ai fait l'insulinothérapie fonctionnelle à la clinique Valichel à Okana. Et, et en fait, le diabète, je me suis mise aussi à faire de l'activité physique plus régulièrement, c'est-à-dire que je fais voir maintenant quotidiennement. Et en fait, je me dis toujours quelle personne j'aurais été si je n'avais pas eu le diabète. Est-ce que j'aurais pris autant soin de moi que je le prends maintenant? C'est vrai que le fait de s'occuper en fait de sa personne, parce qu'on est obligé, hein, on est obligé de faire attention. euh, est-ce que je l'aurais fait, vraiment? Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'apprendre, de me former sur la maladie, pour justement être sûre, enfin, de gérer comme il faut, sans me prendre la tête aussi, parce que bon, c'est vraiment, vraiment, vraiment dur, quoi, de gérer tout ça, de faire en sorte que tout aille bien. Alors, il y a des jours où enfin, quand je dis il y a des jours où on n'a pas envie, c'est vrai que des fois, on est en colère, ça nous met en colère puis on trouve ça injuste. Enfin, c'est injuste quand même d'avoir une maladie chronique, mais quelle qu'elle soit la maladie chronique, hein, que ça soit celle-ci ou une autre maladie, c'est injuste. Et puis, je dis toujours que le diabète, c'est comme une matière, c'est comme les mathématiques, il faut l'apprendre. Et comme ça, je peux aussi me faire plaisir parce que je ne me prive pas. Si j'ai envie de manger, par exemple, une glace euh, pour me faire plaisir, hein, d'aller chez un glacier et puis de manger une bonne grosse glace, eh ben je le fais parce que j'ai appris à me piquer en fonction de ce que je mange. Voilà. Après, c'est comme tout le monde, je suis une femme, c'est comme tout le monde. Et je fais aussi attention à mon poids. Voilà, hein, c'est manger équilibré et sainement fait aussi que la gestion du poids est aussi faite. Enfin, elle est aussi. Voilà, quoi. Je gère aussi ça. Diagnostiquée à 18 ans d'un diabète de type 1, Alizée Agier, championne d'Europe de karaté, a appris à concilier sport de haut niveau et gestion de sa maladie. Avec discipline et ajustement, elle poursuit sa carrière sans revoir ses ambitions, remportant en mai 2024 le titre de championne d'Europe des moins de 68 kilos.
Alizée a su intégrer le suivi du diabète dans son quotidien d'athlète. Bien que son régime alimentaire soit adapté pour mieux contrôler sa glycémie, elle reste flexible et ne se prive pas. Elle surveille régulièrement son taux de sucre et garde à portée de main l'insuline et les réserves de sucre, en particulier lors des compétitions où le stress et l'adrénaline tendent à élever sa glycémie. Elle a également appris à distinguer la fatigue due à l'hypoglycémie de celle provoquée par l'effort physique, une clé d'adaptation pour gérer sa maladie en entraînement. Le sport l'aide à apprivoiser le diabète, lui apprenant à être indulgente avec son corps face aux fluctuations de glycémie. Soutenue par ses proches, Alizée garde le regard tourné vers ses objectifs sportifs, notamment les championnats du monde de novembre 2024. Elle encourage les personnes dans sa situation à persévérer dans leur passion sportive, rappelant qu'avec écoute et adaptation, le diabète ne doit pas être une barrière. Rosemarie, comment est-ce que les diabétiques que vous recevez à l'association perçoivent-ils leur maladie? Comment est-ce que ça impacte leur vie? Alors, déjà, je pense que ce qui est important dans la maladie, c'est comment on accepte et on gère sa maladie. Vous avez pas mal de personnes qui sont diabétiques de type 2, qui sont soit dans le déni, donc ils ne prennent que le traitement et le reste ne suit pas, donc l'équilibre n'y est pas. Vous avez des personnes carrément qui le cachent. Après, vous avez au niveau des enfants, celui qui l'a tout petit, il va pas avoir de différence parce qu'il n'aura pas de souvenir de sa vie d'avant, on va dire. Ce qui est un peu plus difficile, c'est au niveau de l'adolescence. Là, c'est pas pareil. Il y a des jeunes qui vont le cacher, qui vont pas vouloir mettre de pompe parce que ça se voit, qui vont pas forcément, quand ils sont au lycée avec les copains, faire leur injection. Enfin, voilà, c'est surtout vis-à-vis de chaque individu est pareil, est différent, pardon, et chaque individu vit sa maladie différemment. Donc, je pense qu'il y a beaucoup le caractère de comment on accepte sa maladie. C'est- ça peut être perturbant d'entendre accepter la maladie, mais c'est un fait. Si on accepte le fait qu'on est malade et donc on pourra plus facilement prendre en charge sa pathologie, parce que quand on est diabétique, c'est une maladie chronique. Il y a le traitement, ça c'est sûr, mais il faut qu'on soit acteur de notre pathologie. Donc, si on ne prend que le traitement, mais qu'à côté, on ne vérifie pas ses glycémies, qu'à côté de ça, ben, on ne fait pas d'activité physique, qu'on a une alimentation pas terrible, non équilibrée, voilà, ça va pas être un bon équilibre. Il faut vraiment qu'on soit acteur de notre maladie, mais avant tout, il faut pouvoir se dire, voilà, ok, j'ai le diabète, mais ça va pas m'empêcher de vivre si je fais ce qu'il faut. Et ça, c'est pas évident pour tout le monde. Après, au niveau professionnel, malheureusement, il y a encore des métiers qui sont interdits aux diabétiques, mais ça commence à évoluer depuis la loi de 2021, me semble-t-il. Oui, c'était en 2021. Donc, on commence à... Et puis, les nouveaux appareils nous permettent aussi d'avoir une gestion beaucoup plus souple au quotidien. Donc, il y a un peu moins d'impact sur la vie professionnelle au quotidien, en fonction, bien sûr, évidemment, de la profession que vous avez. Par exemple, un artisan aura un impact plus important qu'une personne qui travaille dans un bureau, quoi. Ok. Puisque comme il est artisan, en général, il bouge beaucoup. Donc, porter une pompe, c'est peut-être pas évident de faire des travaux avec une pompe. Il y en a il y a des artisans qui ont des pompes et il y a des artisans qui veulent pas en entendre parler par rapport à leur travail, quoi. Donc, suite à un épisode tragique qu'il y a eu dans ma vie, j'ai dû mettre un terme à mes études. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé la cuisine, en 2010, du coup, grâce aux émissions phares qu'on a maintenant, MasterChef et Top Chef. Je me suis dit, si eux peuvent le faire, pourquoi pas moi? Donc voilà. Donc j'ai arrêté Corté, je suis redescendu, je me suis inscrit en CAP cuisine. J'ai commencé mon apprentissage au Palm Beach, au Sanguinaire, donc qui avait eu une étoile au guide Michelin.
on tape très fort d'un coup, hein. Comme j'ai dit avant, on n'a pas de temps à perdre, hein. On veut très vite atteindre le sommet, vite apprendre, vite faire les choses pour vite réussir. Au bout d'1 an de bons et de loyaux services là-bas, j'ai arrêté pour bosser 3 mois à la lettre ouverte. Et après, du coup, il y a eu un tout petit frein, qui est mon diabète. Voilà. Parce que lorsqu'on est diabétique, on doit pas travailler dans du manuel, on doit avoir ses fesses derrière un bureau, derrière un PC, derrière un téléphone. Il s'est passé un truc en fait dans un établissement où j'étais, c'est que j'avais créé une recette qui avait plu à toute la clientèle. Les clients voulaient féliciter le chef. Il y a le chef pâtissier qui m'a dit mais tu vas avec le dit chef, sauf que le chef a dit non, c'est ma création, c'est plus la tienne. Voilà. De ce postulat, j'ai dit à mon patron, tu sais quoi, je me casse, clairement. Et c'est le 14 juillet 2010 où j'ai créé, concrètement parlant, ma première société de chef de cuisine. Déjà, le vol intellectuel, la maladie aussi qui faisait que je me sentais à l'écart, comme un paria en fait, carrément. Parce que j'ai mes piqûres à faire à des heures régulières. Il faut que je mange aussi, hein, comme tout le monde. Sauf que si je me coupais ou quoi, ça freinait le service. On m'a bien fait comprendre. Tu te brûles, on appelle les pompiers, tu me fais perdre du chiffre d'affaires. En gros, on m'a fait sentir comme une merde, clairement. Il y a 20 ans, enfin il y a 10-20 ans, ouais, c'était ça. Maintenant, je gère mes sociétés comme il faut, avec ma pathologie, malgré que ça soit très difficile tous les jours. Parce que quand on a un diabète, déjà, quand on a un diabète, c'est dur. Par rapport à plusieurs facteurs environnants, comme le climat, les émotions, ce que l'on mange, la dose aussi d'insuline qu'on doit s'injecter. C'est vraiment un stress quotidien, journalier, mais voilà quoi. J'ai envie de dire que tant que nous sommes vivants, on peut travailler. Voilà. Il y a des choses beaucoup plus graves. Il y a des gens qui ne peuvent pas voir, qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas marcher, qui ne peuvent pas conduire, qui ne peuvent pas travailler. Ou d'autres qui sont vraiment dans un lit d'hôpital. Moi, pour le moment, je touche du bois. Je suis debout sur mes jambes, je travaille, j'ai mes sociétés, je gagne ma vie, je fais plaisir aux gens. C'est essentiel. À l'âge de 5 ans, je me suis noyé. Choc émotionnel du coup. Et c'est là qu'est survenu le diabète. Et je suis le seul diabétique de ma famille. Faut savoir que lorsqu'on est diabétique, qu'on a 5 ans, qu'on entre au CP, les gosses, c'est pire que des chiens. Voilà. C'est des petits satans en fait. Ils nous mettent à l'écart, ils nous montrent du doigt, ils ne jouent pas avec nous, ils nous parlent pas, ils nous considèrent pas. Tout ça pourquoi ? Parce que je suis diabétique. La chance que j'avais, c'est que j'étais à l'école élémentaire annexe, en face de la clinique du Golfe. Ma mère travaillait là-bas. Jusqu'à mes 10 ans, donc CM1, ma mère passait toutes mes récréations avec moi. Voilà. Donc on peut dire que je suis un enfant isolé. Clairement, c'est ça. Ce sont les termes. Un enfant isolé, heureux, avec quelques amis. Et voilà. C'est la dure loi de la cour de récréation. Tu es différent des autres, on ne t'accepte pas. Et au collège, c'était à peu près pareil. Voilà. Sauf lorsque les délégués de classe ont très bien compris que j'étais un facteur à ce que s'il m'arrive un truc, le délégué pouvait louper le maximum de cours possible. Et oui. Mais dès l'âge de 5 ans, on m'a... Enfin, quand je dis on, c'est mon diabétologue m'a toujours dit, toi plus tard, tu ne pourras pas faire de travail manuel. Tu auras les fesses derrière un bureau, derrière un ordinateur. Tu vois les dessins que les personnes
ont sur eux, donc les tatouages. Je dis oui. Elle me fait, tu ne pourras pas en avoir. Manque de peau. 18 ans après, mon premier tatouage était venu. Voilà. Diabétique, cuisinier, tatoué la tête aux pieds. Je vis heureux comme je suis. J'ai envie de dire que là où j'en suis maintenant, c'est un peu une revanche sur ma vie, sur mon enfance. Je n'accorde plus ma confiance à n'importe qui. Après, il y a des choses qui se sont passées au cours de ma vie qui font que je me suis bâti une muraille, en fait. Donc j'ai presque plus d'émotion, en fait, maintenant. Voilà. C'est triste à dire, c'est méchant à dire, mais la seule chose qui peut me rendre triste, c'est l'abandon des gosses et des animaux. Le reste, je m'en fiche. C'est simple, grâce à la nouvelle technologie, en fait, je ne peux plus me piquer le bout des doigts. Donc, ils ont créé un capteur qui relève notre dose glycémique journalière, minute par minute. Voilà. Et c'est grâce à ça, si on sait quand on est en hypoglycémie ou en hyperglycémie, donc s'il faut se piquer ou s'il faut manger du sucre. Donc bon, je peux dire qu'en 28 ans de diabète, il y a eu une avancée technologique énorme. Énorme. Alors, sans compter les comas que j'ai fait à cause des pompes à insuline, les tout premiers modèles et tout. Mon temps, le matin, c'est simple, c'est je me lève, je ne mange pas, je fais mon test glycémique et je commence à travailler sur le recherche et développement. En fait, je divise ma semaine en 4 groupes. Voilà. Chef privé, cookie et sur mes 2 nouveaux projets. Et le dimanche, jour de repos. Et tous les jours à 21h, le téléphone est coupé. Alors en fait, c'est pas toi qui gères ta maladie, mais c'est la maladie qui gère ton entreprise. Concrètement parlant, je vais te prendre l'exemple qui s'est passé il y a 2 mois. Il arrive 18h, je commence à être en hypoglycémie. Donc moi, quand je suis en hypoglycémie, j'ai du mal à marcher, j'ai du mal à parler, je ne peux pas prendre le volant. Et dans ces cas-là, il y a 2 options. Soit tu appelles ton client, tu lui expliques ce que tu as, malgré que je sois totalement transparent sur ça. Donc soit le client est compréhensif, soit il n'a pas de cœur. Ça, c'est pas trop grave, vu que moi aussi je n'en ai pas. Ou soit tu peux compter sur des personnes de qualité, des personnes fiables, qui seront toujours là pour t'aider parce que toi, en retour, tu as été là pour elles. Voilà. Sans les juger. Alors concrètement parlant, le diabète est un handicap physique invisible qui est reconnu à 50%. Voilà. Alors que ça devrait faire partie de la catégorie des plus de 55, notamment lorsqu'on a des problèmes aux yeux, des problèmes aux reins. Le diabète peut nous rendre handicapés physiquement parlant, dans le sens où on peut se faire amputer des membres, on peut perdre la vue, on peut perdre un rein. Pour exemple, il y a 5 mois, j'ai eu un voile blanc à la rétine, donc j'ai été opéré. Je vais tous les mois à Marseille pour me faire une injection dans les yeux jusqu'à mi-novembre. C'est pour ça que je porte des lunettes de soleil, mais c'est aussi des lunettes de vue. Alors, j'ai une photosensibilité par rapport à ça. D'un point de vue des clients, tant que le travail est fait, ils s'en fichent. Ça, c'est la chose la plus simple que je peux te dire. Après, il y a des clients qui parlent avec moi, qui veulent savoir d'où je viens, comment j'ai fait ça. Les clients peuvent être compréhensifs. Parfois, il y en a même qui viennent et qui me donnent un coup de main. J'ai fait, non, mais c'est mon travail. Il me fait, et alors? Tu te sens pas bien? Non. Et je suis sur mes jambes, je peux vous servir. Voilà. D'un point de vue de la famille, on est surprotégé. Surprotégé, et c'est franchement casse-pied. Parce que quand tu veux prendre ton émancipation, quand tu veux te prendre ton appart, quand tu veux voyager, même aller à Bastia,
c'est un cache-tige. Quand tu as ta mère qui t'appelle toutes les 2 heures, tu viens d'arriver, hein, ça va? Tu as fait ta glycémie? Tu as fait ta piqûre? Oh vieux, coupe le cordon, hein. À un moment donné, voilà, j'ai 34 ans, je suis vacciné, et basta. Mais bon, c'est les mamans. C'est ça, dans toutes les péripéties. D'autant plus qu'elle est dans le milieu médical. Donc c'est pas évident, surtout lorsqu'elle doit faire les premières piqûres à son fils. Donc tu ne sais pas si tu as ton rôle de maman ou d'infirmière. Et là c'est difficile de séparer les deux choses en fait. Donc bon, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on a un code en fait. Quand je vais pas bien, je lui envoie soit un petit message style 911, hein, urgence, alors au moins on est tranquille, ou soit je la bombarde d'appels. Et quand c'est comme ça, voilà. Vu qu'elle n'a pas le permis, elle appelle mon frère, et c'est lui qui vient prendre le relais. Quand un patron, lorsque tu passes un petit test et qui te dit « Ah non mais t'es diabétique, ah ben on peut pas te prendre. » Ah bon, pourquoi? J'ai des bras, des jambes, je suis debout, je manie un couteau. Oui mais t'es diabétique. Et alors? Ben voilà, t'es juste diabétique. Ah bon, ok. Ciao, bisous. Et tu vois, la personne que j'appelle, lorsque je me sens pas bien pour travailler, c'est une personne diabétique. Et j'ai pour maître mot que si je dois employer quelqu'un, que ce soit maintenant ou dans le futur, ça sera une personne avec un handicap. Voilà. Pourquoi? C'est simple. Je ne veux pas que ces personnes vivent ce que moi j'ai vécu. Que ce soit étant petit, étant adolescent ou même étant adulte. Non, le diabète n'a pas été un frein. Du moment où après, je sais ce que je veux dans la vie, je sais comment je veux gérer mon entreprise et mes entreprises, je dirais que mon diabète m'aide plus que moi je pourrais l'aider en fait. C'est lui qui détermine tout mon emploi du temps, de 8h à 20h, qui me dit quand je dois prendre des pauses, quand je dois arrêter, et surtout, quand profiter de la vie. Voilà. Parce que, comme on l'a dit, il y a les clients, il y a la famille, mais il y a aussi les sorties, les loisirs. Et ça, ce sont 2 paramètres à prendre vraiment en compte quand on se lance en solitaire dans l'entrepreneuriat. Si on ne s'accorde pas des moments de détente, c'est là où on peut sombrer et finir en burn-out. Et le burn-out dans l'entrepreneuriat, c'est la pire chose au monde. Même si tu es salarié ou quoi, hein, bien sûr. Hein. Et ça fait partie des choses à risque. Voilà. Donc profitez, sortez le plus que vous pouvez, voyez le plus de gens que vous pouvez. Ça c'est le primordial. Et c'est ça qui vous rendra heureux, c'est ça qui rendra votre société heureuse et pérenne. Je dirais que la cuisine m'a un peu sauvé la vie. Concrètement parlant, c'est ça. Sinon j'allais être derrière un bureau, j'allais m'ennuyer et autant j'allais faire un burn-out. Alors que là, la cuisine, je cuisine chez les gens, pour des gens, j'ai ce contact, j'ai cette communication avec eux qui fait que ça, je ne peux pas l'avoir ailleurs. Pour les personnes qui ont une pathologie, qui veulent entreprendre, qui veulent faire les démarches d'être auto-entrepreneur ou même entrepreneur, dirigeant de société ou peu importe, osez, faites les démarches, voyez avec toutes les administrations pour avoir des aides, pour pouvoir vous faire aider, pour pouvoir vous faire aiguiller dans le bon sens, pour pas vous faire avoir. Et comme ça, il n'y a que là où vous pourriez vraiment vivre votre vie. Voilà. Et oublier votre pathologie. Précarisation. Elle peut être engendrée par une exclusion progressive du marché du travail. Absence répétée qui entraîne un arrêt de longue durée, de l'invalidité et une perte d'emploi. De plus, il existe un effet pervers, la discrimination aggrave les troubles psychologiques avec dépression, augmentation des arrêts de travail et les absences répétées.
La discrimination, une période d'essai brusquement arrêtée, refus de promotion, voire placardisation. Les chiffres du rapport annuel 2011 du Défenseur des droits sont sans équivoque. Sur 8183 réclamations reçues, l'état de santé et le handicap sont le deuxième motif de saisie, 23%, après l'origine ethnique. La souffrance au travail. Le travail peut aggraver l'état de santé de la personne de par les contraintes physiques ou psychiques qu'il peut induire une indisponibilité d'atteindre ses objectifs, d'effectuer certaines tâches ou de maintenir une cadence de travail suffisante. Du simple fait de leur diabète, certaines personnes se retrouvent privées de responsabilités ou d'évolution de carrière. C'est une réelle cause de souffrance. Je dirais plus pour les jeunes, peut-être qu'ils vont se poser plus de questions, de savoir ce qu'ils vont faire, malgré le fait qu'il y ait quand même l'espoir que, on va dire, dans 10 ans, plus aucun métier ne soit interdit à un diabétique. Après, malheureusement, vous avez plutôt les diabétiques du type 2 qui sont déjà en activité professionnelle. Il y en a certains, ils sont reclassés. Et quand vous Ils peuvent être reclassés, ils peuvent être, voilà, on avait eu le cas d'un monsieur qui était militaire et ben, il a été réformé. Eh ben oui, oui, complètement. Et il y en a certains, du coup, des diabétiques de type 2, dans leur parcours professionnel, le cachent, qui sont diabétiques, Ok. pour justement ne pas avoir cet impact. Ouais, ouais. Ok. Et quand vous dites interdit, c'est interdit par qui? Les médecins? Non, enfin, par la législation, malheureusement. Oui, oui, c'est pour ça qu'il y a une loi, c'est de mémoire, donc je ne veux pas vous dire de bêtises, qui est sortie en 2021 pour qu'il n'y ait plus de métiers interdits. Ça a un peu évolué, mais tout ce qui est encore corps militaire, gendarmerie, c'est un peu difficile. Après, vous avez des pompiers qui commencent à évoluer, et donc vous avez certains pompiers qui sont diabétiques, mais c'est pas encore non plus très très ouvert comme branche. Le droit du travail est inscrit dans la Constitution et le fait d'être atteinte d'une pathologie ne doit pas s'opposer à ce droit. Dans le monde du travail, nous observions 3 principales contraintes. Les risques face à l'hypoglycémie, les contraintes thérapeutiques liées aux horaires et le travail physique et sa grande variabilité. Ces 3 principales contraintes sont aujourd'hui levées grâce aux avancées thérapeutiques et techniques ainsi qu'aux évolutions de travail et des technologies. Dans la réalité, une personne souffrant d'une maladie chronique a 4 fois plus de risques d'être exclue du marché du travail, et ce en dépit de l'article L 1133-1 du Code du travail qui précise pourtant qu'aucun salarié ou qu'aucune salariée ne peut subir de discrimination en fonction de son état de santé et ou de son handicap. L'ignorance est le principal frein à l'embauche. Y a-t-il des retours sur de la discrimination au niveau du soin en Corse ? Alors, je dirais pas de la discrimination, malheureusement, dans l'accès aux soins. Bon, pour nous en Corse, c'est encore plus particulier dans le sens où voilà, tout ce qui est pédiatrique est sur le continent, il y a une pénurie de spécialistes. Mais quand vous arrivez aux urgences, le problème, c'est que le diabète, c'est vraiment une spécialité et quand vous arrivez aux urgences, ben, ils sont pas forcément complètement au fait de diabète. Ils peuvent passer à côté, par exemple, pour un adolescent ou pour un enfant, parce qu'ils ne pensent pas forcément diabète. Donc, je ne dirais pas que c'est de la discrimination directe, mais voilà, il y a ce genre de problématique où on se retrouve parfois face à des professionnels de santé qui ne sont pas au fait, quoi, ou qui ne pensent pas à l'instant T que ça peut être du diabète. Quand on postule, on n'a aucune obligation à dire Salut, c'est moi, je postule, je suis diabétique. Hmm. On peut le dire après ou on peut ne pas le dire. Après, c'est vrai que c'est toujours préférable dans votre entourage, que ça soit familial ou professionnel, qu'on sache que vous ayez le diabète, parce que bon, ça va faciliter votre gestion, d'une, et de deux, si vous avez une hypo ou quoi que ce soit, voilà, que quelqu'un sache et puisse intervenir au cas où. Mais il n'y a aucune obligation.
d'informer, que ce soit l'employeur ou quoi que ce soit. La bonne manière d'accompagner un diabétique, c'est de connaître un peu le diabète, mais après, quand vous connaissez la personne, la, la, la- la chose la plus urgente, c'est quand la personne est en hypoglycémie. C'est là qu'il faut réagir le plus rapidement possible. Donc, la personne en hypoglycémie, normalement, va se resucrer, soit avec un jus de fruits, une compote, enfin quelque chose de sucré, c'est 15 grammes de sucre. Quand la personne perd connaissance et qu'elle ne peut plus se resucrer elle-même, il y a le réflexe appelé les SAMU. Il y a, enfin moi je sais que personnellement, sur mon lieu de travail, il y a ce qu'on appelle les sauveteurs, les salariés sauveteurs du travail. Ils sont au courant. J'ai un frigo dans mon bureau où j'ai ce qu'il faut pour me resucrer et connaissent les gestes. Mais ça, c'est parce que ça a été volontaire de leur part que je leur apprenne. Donc, une personne qui est en hypoglycémie, les signes sont différents pour tous, mais en général, elle peut s'exciter, elle va pâlir, elle va transpirer même s'il fait -15. Mais après, quand on connaît la personne, ou même quand on vit, hein, quand on a un compagnon ou une compagne qui est diabétique, on Ouais. ressent les signes de l'hypoglycémie parce qu'on connaît la personne. Ok. Mais après, c'est pour ça que je vous dis qu'il est important. euh, Moi, je suis très loin de tout ça parce que quand on m'a découvert le diabète, j'étais au travail. Donc, je suis partie du travail. Et donc, j'ai pas pu le cacher à mon employeur ou à qui que ce soit. Donc, ils sont tous au courant. Et quand je suis rentrée, mon employeur, voilà, a fait une réunion avec tous les salariés en disant, voilà, elle est diabétique, il faut qu'on fasse attention à elle. J'ai expliqué. Et après, quand il y a eu la formation des salariés sauveteurs du travail, je leur ai expliqué les gestes qu'il fallait avoir au cas où si je perdais connaissance. Super. Ouais, donc une vraie sensibilisation. Ok. Ok. Oui, puis après, enfin, je veux dire, c'est dans le monde dans lequel on évolue aussi. Moi, je veux dire, voilà, je veux dire, on est des collègues, on n'est pas non plus 300, on est tous bienveillants. Voilà, je veux dire, le dialogue, c'est fait naturellement. Après, c'est sûr que dans d'autres entreprises, ça peut être peut-être plus problématique. La stigmatisation liée au diabète est un problème qui prend racine dans certaines perceptions erronées de la société vis-à-vis des personnes vivantes atteintes de cette maladie. La stigmatisation est alimentée par une vision qui tend à réduire la personne vivante avec le diabète à des stéréotypes. On considère souvent que ces personnes ne sont pas motivées. Si elles ont le diabète, c'est qu'elles mangent mal et qu'elles ne font pas d'activité physique, ne sont pas complaisantes, elles ne suivent pas les instructions de leur médecin ou ne prennent pas correctement leurs médicaments. Ces perceptions mènent la majorité des personnes vivantes avec le diabète à ressentir du blâme et du jugement, un traitement différent car elles sont considérées comme inférieures, c'est de la grossophobie cachée, un problème d'identité car elles s'inquiètent de ce que penseront les personnes qui les voient s'injecter de l'insuline ou vérifier leur glycémie, et enfin de l'autostigmatisation car elles peuvent avoir honte d'avoir le diabète. Cette stigmatisation peut avoir des impacts négatifs à plusieurs niveaux, sur la santé mentale et émotionnelle, sur la confiance en soi, la prise de médicaments ou la surveillance de la glycémie parce qu'elles s'abstiennent de le faire en public. L'isolement sur des troubles alimentaires, l'accès aux soins de santé de qualité, la discrimination ou encore le financement. Ensemble, combattons la stigmatisation par l'information. Données tirées du site type1better.com. Nous sommes un couple avec 2 enfants, une fille de 15 ans et un garçon de 10 ans. Notre garçon de 10 ans est diabétique de type 1 depuis 18 mois. La découverte de son diabète s'est faite un peu par hasard lors d'une sortie scolaire où il buvait de façon anormale. Et dans la foulée, nous avons souhaité être reçus par la pédiatre pour en discuter. Le diagnostic a été posé immédiatement. S'en est suivi une hospitalisation à l'hôpital de Ajaccio pour le stabiliser et un transfert sur Marseille
le lendemain pour le traiter à une hospitalisation qui a duré 10 jours. L'annonce de sa maladie a été un traumatisme et un choc pour l'ensemble de la famille, parents et grands-parents. Notre fils, lors de la découverte de sa maladie, n'a pas trop compris ce qu'il allait changer de son quotidien et a vécu pas trop mal la découverte de sa maladie. Il a été très courageux durant son hospitalisation et son séjour à Marseille n'a pas été traumatisant du tout. Après son hospitalisation, le retour à la maison a été assez compliqué avec une glycémie assez instable, des nuits courtes et agitées et une scolarisation qui a été assez compliquée. Heureusement que c'était la fin de l'année scolaire et que nous avons pu le mettre que l'après-midi au mois de juin. L'été qui s'en est suivi a permis de nous adapter à cette nouvelle vie et ses nombreuses contraintes. La rentrée scolaire précédente a été un peu compliquée jusqu'à la mise en place de la nouvelle pompe intelligente et la boucle semi-fermée et fermée au mois de février 2024 qui a complètement changé notre vie. Les nuits ont été beaucoup plus stables car la nouvelle pompe gère les hyperglycémies et évite les hypoglycémies. Pour le suivi de sa maladie, nous sommes obligés de partir sur Marseille pour des consultations en présentiel tous les 6 mois et nous pouvons effectuer des téléconsultations tous les 3 mois avec l'endocrino qui nous suit. Les médecins sont à l'écoute et sont assez réactifs. Les déplacements sur le continent sont pris en charge par la Sécu au niveau du transport, mais pas au niveau des frais occasionnés sur place, qui restent à notre charge, comme l'hôtel qu'il est nécessaire souvent de prendre lorsque les rendez-vous sont prévus le matin tôt. Au niveau de l'école, nous avons mis en place un PAI et nous avons fait rencontrer l'infirmière qui nous suit. Au niveau de l'école, nous avons fait rencontrer l'infirmière qui nous suit avec l'équipe pédagogique de l'école pour les sensibiliser à la maladie. Ça s'est très bien passé et ça les a surtout rassurés et tranquillisés. Ses camarades d'école ont été d'un grand soutien psychologique au niveau de la découverte de la maladie. Des messages de soutien nous ont été envoyés lorsqu'il était hospitalisé sur Marseille, ce qui lui a fait un grand bien à lui et à nous. Sa vie a bien entendu été transformée et il y a des choses qu'il a un peu plus de difficultés à réaliser et notamment les repas à l'école le midi, qu'il est compliqué d'instaurer, car nous devons calculer à distance la glycémie. Au niveau des activités, c'est plus compliqué qu'auparavant, car on doit surveiller sa glycémie en permanence, et notamment ces hypoglycémies qui peuvent entraîner des malaises. Donc, je suis obligé de l'assister pour le moment. Tant qu'il ne gagne pas en autonomie, je suis obligé de l'assister pour le moment lors de ses séances sportives pour un resucrage éventuel. Ce qui le pèse actuellement et de nos jours, c'est de ne plus pouvoir manger ce qu'il veut quand il veut. Il doit sans cesse anticiper et calculer le nombre de glucides qu'il va ingérer de façon à adapter le bolus et la dose d'insuline qui doit lui être administrée afin d'éviter les hyperglycémies. Il avait aussi pour habitude de manger à la cantine avec ses copains pour le repas de midi et de nos jours ça reste assez compliqué car les fins de matinée sont assez compliquées en termes d'hypoglycémie
Donc, il faut réajuster. Un resucrage est nécessaire souvent en fin de matinée avant qu'il puisse prendre son repas de midi. Donc, le laisser à l'école et d'enchaîner la séance du matin avec le repas du midi et la scolarisation l'après-midi nous paraît compliqué à ce jour. Les week-ends chez les grands-parents ont été compliqués au début. De nos jours, de nouvelles habitudes commencent à s'installer et nous arrivons un petit peu à nous décharger et lui à reprendre un petit peu sa vie d'avant. C'est notre objectif à terme, c'est qu'il retrouve un peu d'autonomie de façon à ce qu'il reprenne un petit peu ses habitudes et sa vie, la vie qu'il avait avant la découverte de son diabète. L'association Les déesses sucrées, je les ai trouvées sur les réseaux sociaux. Les déesses sucrées, c'est une association pour femmes diabétiques de type 1 pour aider ces femmes dans tout ce que la maladie a de particulier par rapport à la femme, mais aussi pour tout le côté émotionnel, psychologique, parce qu'on nous soigne évidemment avec nos traitements, on nous soigne avec la diététique, on nous soigne avec des coachs sportifs, tout ça fait partie de notre traitement, mais tout ce qui est psychologique, il n'est pas tellement pris en compte. Donc, les deux femmes qui ont créé cette association ont eu des difficultés dans leur parcours de diabétique et en l'occurrence sur un trouble du comportement alimentaire et tout un côté psychologique et émotionnel et elles n'ont pas été prises en charge comme en auraient dû les prendre en charge. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont dit, ben, nous, on va monter une association pour aider toutes ces femmes, euh, aider et s'entraider. Donc, elles mettent des outils en place pour ça. Elles mettent en relation avec des professionnels de santé pour aider. Euh, En même temps, il y a aussi des rencontres entre femmes dans les régions. Et de ce fait, elles ont créé pour chaque région ou pour chaque ville, elles ont trouvé des femmes diabétiques de type 1 pour être ambassadrices de cette association les déesses sucrées. D'ailleurs, moi, je suis ambassadrice pour la région Corse et on essaie aussi de se rencontrer. Elles organisent des événements autour de la pathologie avec toutes ces femmes pour pouvoir bah, parler entre nous, s'entraider, voir qu'on n'est pas seul à vivre la maladie, avoir les avis des uns des autres, les avis des unes et des autres, et euh, euh, voir comment vit l'autre. Et en fait, savoir on vit toutes la même chose, ça fait du bien d'en discuter, ça fait du bien de se rencontrer. Et les déesses sucrées, elles ont aussi créé un événement qui s'appelle la croisière zen. Et c'est une croisière tous les mois de juin, une semaine pendant le mois de juin. C'est une croisière sur un catamaran en Croatie où 8 femmes diabétiques de type 1 se retrouvent dans cette croisière, accompagnées de deux organisatrices qui nous pour euh, de deux accompagnantes pour nous, pour, qui sont aussi professeurs de yoga. Et du coup, il y a plein de choses qui sont faites dans cet événement. Il y a la croisière, mais il y a aussi des accompagnements, des méditations, enfin, voilà, au niveau des repas aussi, des repas équilibrés avec un skipper. Et voilà, autour des îles de Croatie. Et cette année, ça sera du 7 au 14 juin 2025.
Alors, en Corse, j'ai déjà 4 ou 5 femmes qui ont rejoint les déesses sucrées. Euh, alors, pour le moment, on fait des vidéos parce que comme on est sur tout le territoire, donc c'est assez vaste, mais on espère organiser une rencontre. On irait donc au restaurant, manger ensemble. Ça serait plutôt sur Corté, puisque comme ça rejoindrait toutes les régions. Voilà, là, on est en train de voir pour les dispos de tout le monde. Voilà. Et puis, je fais un appel, si des femmes DTA nous écoutent, qu'elles n'hésitent pas à me contacter, soit sur les réseaux sociaux ou les déesses sucrées carrément. Et voilà, elles sont sur Instagram, elles sont très actives sur Instagram, on les trouve facilement. Rosemary, comment les institutions publiques régionales agissent-elles sur ces spécificités? Quelles sont les actions mises en place? Mhm. Alors, les actions à proprement dit, c'est l'association qui les fait à travers des financements que nous pouvons avoir de l'ARS, l'Association régionale de santé. Après, on a fait aussi au niveau du rectorat une formation pour toutes les infirmières scolaires pour qu'elles puissent accueillir au mieux les enfants diabétiques au sein des établissements scolaires. Mais sinon, pas vraiment d'action réellement mise en place, quoi. Mais nous, ce qu'on fait, c'est il y a une semaine du mois de juin qui est dédiée à la prévention, mais ça, c'est surtout pour le diabète de type 2, qui est le seul à pouvoir se prévenir. Le diabète de type 1, malheureusement, étant une maladie auto-immune, boum, ça tombe dessus, on peut rien y faire pour le prévenir. Il faut pas croire que parce qu'on est diabétique, déjà qu'on fait que manger que du sucre, c'est pas vrai, parce qu'une maladie auto-immune, c'est pas ça. Et puis après, tous les gros ne sont pas diabétiques de type 2. Donc, donc ça serait de faire évoluer les mentalités sur le diabète, sur les préjugés que parce qu'on est diabétique, c'est parce qu'on a mangé trop de sucre, c'est faux, c'est complètement faux. Voilà, faire évoluer. Alors, faire des actions, nous, je vous dis, on fait en général le tour de Corse dans des coins stratégiques pour établir à travers un questionnaire si les personnes sont à risque de présenter un diabète de type 2 ou pas. Faire des campagnes publicitaires peut-être, comme ça avait été fait il y a quelques années de ça sur le diabète de type 1, sur les signes précurseurs qui peuvent alerter parents et entourage pour que l'enfant soit pris en charge le plus rapidement possible, parce que malheureusement, souvent, ça arrive au coma, alors que si on avait agi avant, l'enfant aurait pu éviter le coma et que ça soit une épreuve aussi moins douloureuse, quoi. Ok, très bien. Et du coup, pour conclure un peu, quels seraient les enjeux et défis pour la suite pour un peu synthétiser tout ce qu'on s'est dit? Et puis si vous avez un petit mot pour la fin, c'est super. Ben, l'enjeu, ça serait d'arriver à avoir la prise en charge du pédiatrique en Corse, Mhm. premier enjeu. Deuxième enjeu, qui sera peut-être plus facilement réalisable, ça sera un centre initiateur pour les pompes à insuline. Donc, dans l'ordre chronologique, on va mettre voilà, centre initiateur pour pompe à insuline et la prise en charge du pédiatrique sur la Corse. Ok. Ensuite, l'actualité de l'association, c'est que dans le cadre de la Journée mondiale du diabète le 14 novembre, nous allons réaliser la 9e édition du Salon du diabète qui aura lieu le 23 novembre, quelques jours après la Journée mondiale du diabète, pour sensibiliser et informer sur cette pathologie avec des professionnels de santé, des institutionnels et différentes associations qui vont permettre de faire parler du diabète, de comment le prendre en charge et surtout des complications les moins connues pour essayer d'informer un maximum de personnes. Ok, super. Et ça sera où? Ça sera la salle polyvalente de Portic. Chers diabétiques, prenez-vous en main et venez nous voir, car on peut être très utile.
La prévention dans le diabète est très importante, donc il ne faut pas hésiter, en ce qui concerne le diabète de type 2, à se faire dépister de temps en temps, de faire une glycémie, de demander à son médecin une glycémie pour voir si on n'est pas en train de déclarer un diabète de type 2. Merci d'avoir écouté cet épisode de Podcast ou Sexiste où l'inconnu fait peur, donc en s'en informant, nous luttons contre tous les types de discrimination au quotidien. Sans parler de discrimination, informons-nous pour venir en aide ou soutenir les personnes atteintes de cette maladie. Mesdames, messieurs, bonne journée mondiale du diabète. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Pour être au courant des prochaines sorties, rendez-vous sur Instagram à Podcast ou Sexiste. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne podcast, à le noter 5 étoiles et à partager nos épisodes. À presto.